Pensée du jour numéro 106. Content d'être de retour, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait et je profite d'une petite marche en rentrant du café avec ma petite femme pour enregistrer quelques petites pensées du jour. Donc pensée du jour numéro 106, d'où viennent les courbes des filières énergétiques? J'ai une hypothèse, je suis pas sûr que ce soit juste, c'est une hypothèse, mais écoute-moi et regarde aussi l'image que je mettrai ici sur l'écran. Cette image vient du livre que je suis en train de lire de George Brooks qui s'appelle Human Bioenergetics and its Applications, si je ne me trompe pas. Et donc, ça parle de tout vraiment quand on parle de physiologie appliquée dans le monde de l'exercice, dans le monde de l'entraînement et de la performance. C'est très, très, très vaste comme livre. C'est un gros bouquin de 800 pages. J'en suis à 500 pages à peu près. Et voilà, quand j'ai vu cette photo, quand j'ai vu cette image, ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, mais en fait, elles viennent d'ici, les courbes. Les courbes qu'on voit sur, le graphique original, on va dire, ou le vieux modèle, l'ancien modèle des filières énergétiques. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les filières qui date un petit peu il y a 9 mois en arrière, si je ne me trompe pas. Mais allez la trouver sur ma chaîne, cherchez filières énergétiques, nouveau modèle des filières énergétiques. Et donc les trois courbes qu'on connaît tous de l'ancien modèle, je pense que elles correspondent à. En fait, elles correspondent pas, à mon avis, hein, encore une fois, c'est une hypothèse, j'ai certainement tort, mais ça a du sens dans ma tête en tout cas. Il semblerait que ces courbes-là n'illustrent pas nécessairement différentes filières énergétiques à proprement parler, mais qu'elles illustrent vraiment les courbes de contraction et ou les courbes de fatigue des différentes fibres musculaires. Si on parle des fibres de type 1, fibres de type 2A et fibres de type 2B ou de X, suivant qu'est-ce qu'on lit et avec qui on parle, qui ont des propriétés différentes dans leur façon de fonctionner, dans leur manière de recycler l'ATP. On sait notamment que les fibres de type 1 sont dites oxydatives ou aérobies, qu'elles ont une densité et un volume mitochondrial qui est très très élevé et qui vont donc principalement oxyder des graisses, des glucides et du lactate afin de créer de l'ATP. Ensuite, on a les fibres de type 2A qui sont plus grandes et qui sont, on va dire, les fibres intermédiaires entre les type 1 et type 2B ou type 2X, qui, elles, fonctionnent, qui ont aussi des mitochondries, mais qui fonctionnent principalement par le processus de la glycolyse dans le cytosol de la cellule, et donc qui, elles, produisent du lactate, et ce lactate qui peut ensuite être shuttled, donc qui peut être navigué ou redirigé vers des fibres adjacentes, notamment les fibres de type 1 qui vont pouvoir oxyder ce lactate. Donc on retrouve déjà dans ce mode de fonctionnement type 1 aérobie, donc on pense filière aérobie. Ensuite type 2A, la glycolyse étant le mécanisme, on va dire, principal. On retrouve déjà cette deuxième courbe, cette courbe intermédiaire qui est celle de la glycolyse ou de l'anaérobie lactique, donc production de lactate par ces fibres. Et on a cette troisième catégorie de fibres, donc les fibres de B ou de X, qui, elles, il semblerait, d'après tout ce que j'ai lu en tout cas, qui se reposent principalement sur, en gros, les stocks d'énergie qu'elles ont déjà en elles. On parle de phosphocréatine, on parle d'ATP, et c'est donc ce mécanisme-là qui va être prépondérant dans la production d'énergie, dans le recyclage de l'ATP, quand on va solliciter ces fibres-là. Et ça, on le voit sur le graphique avec soit un pic, soit une courbe qui commence d'en haut et qui descend, donc qui montre qu'on a un stock au début de l'effort qui va ensuite être sollicité, pendant l'utilisation de ces fibres musculaires. Et donc on a en gros ces deux, et en tout cas peut-être que tu l'auras déjà compris comme ça, mais personnellement
moi, on m'avait jamais dit que ces courbes correspondaient à la façon dont fonctionnent les différents types de fibres musculaires dans le corps humain. Euh, pour moi, c'était des filières et chaque filière fonctionne d'une certaine manière. La filière était plus liée à, à l'équation, on va dire, si on veut. On connaît l'équation de la phosphocréatine ATP. On connaît l'équation de la glycolyse avec le lactate qui sort. À la fin, on connaît le cycle de Krebs, on connaît la chaîne de transport d'électrons, donc ces processus dits aérobies qui se passent au niveau des, on va dire de manière prépondérante dans les fibres de type 1 et dans les mitochondries. J'avais jamais fait le lien en fait avec les fibres musculaires, mais en voyant cette image, encore une fois, je la remettrai ici, si je n'oublie pas, en post-production. Euh, pour moi, c'est clair que le lien, il est là en fait. Et en fait, on a extrapolé ça, on a utilisé, je sais pas qui l'a fait, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai pas creusé et qu'il faudrait que j'investigue, non, c'est pas un mot français, que je creuse un petit peu, euh, pour voir en fait d'où vient ce graphique à l'origine, où est-ce qu'il est apparu la première fois, parce qu'il semblerait vraiment que si on prend ces différentes courbes qu'on voit sur l'image mentionnée, euh, que ça superimpose exactement avec cet ancien modèle des filières énergétiques, euh, qui en fait n'a pas vraiment de sens parce que on peut, alors il y a un découplage dans le sens où ce que je veux dire par là, c'est que on n'utilise pas toutes nos fibres tout le temps. Différentes intensités d'effort, différentes demandes énergétiques vont solliciter différentes unités moteurs et donc différentes fibres musculaires également. En sachant que si tu es sur un vélo à 50 watts, tes fibres de A et de X, elles sont tranquilles. Il ne se passe pas grand-chose parce qu'elles ne vont pas être recrutées. Et donc de dire que les filières énergétiques fonctionnent comme ça, c'est vraiment beaucoup trop large parce qu'on met sur un même graphique ces trois courbes qui sont en fait qui n'ont pas lieu à être mises ensemble. Donc elles ont tout leur sens quand elles sont séparées et qu'on parle de différents types de fibres musculaires, mais elles n'ont plus aucun sens quand tu les mets toutes sur le même graphique, étant donné que tu coupes complètement le contexte, il n'y a plus de contexte, maintenant c'est voilà, il y a tout ça qui travaille ensemble. Et oui, on sait que tout travaille ensemble, mais on sait aussi que pas tout le temps. Donc ça, c'est voilà, c'est cette hypothèse. Je suis intéressé à voir ton retour dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu savais que ces courbes qui, d'après ce que moi j'avais appris, représentent les filières énergétiques, correspondent exactement au comportement des différents types de fibres musculaires, qui sont encore une fois pas toutes recrutées tout le temps. Ça dépend de l'intensité de l'effort. Donc voilà, ça m'intéresse. Dis-moi ce que tu en penses de cette petite hypothèse. Et si tu ne le fais pas encore, et que tu lis en anglais, et que tu es intéressé par toutes ces histoires de bioénergétique, va t'abonner au Substack de Evan Pycon. Il écrit plusieurs articles par semaine qui sont vraiment, vraiment bien construits. Ils ne sont pas trop longs, mais ils sont vraiment plein de bonnes informations, notamment un qu'il a publié récemment sur comment faire un suivi, on va dire, côté sciences du sport de tes protocoles d'entraînement, comment t'assurer que les effets comment t'assurer que les méthodes de travail que tu appliques ont un retour au niveau performance et comment le mesurer et comment le quantifier. Et là, j'en reviens à cette idée du nouveau modèle des filières énergétiques où il arrive à établir une corrélation qui est très très forte. De tête, je crois que le R carré était à 0,95 ou 95% entre la pente maximale de la désaturation en oxygène, mesurée avec le MOXIE, et la puissance générée sur un éco-bike, par exemple. En gros, plus tu arrives à utiliser l'oxygène rapidement, plus tu arrives à produire de puissance. Et 0,95 ou 95%, c'est un chiffre qui est assez énorme quand même. Et il l'a retrouvé sur plusieurs participants. Il a fait une mini-étude de quelques semaines avec plusieurs participants. Et il a retrouvé cette tendance à chaque fois. Donc encore une fois, je pense que peut-être c'est le silver lining, je ne sais pas comment on dit ça en français, cette idée que les courbes qu'on connaissait du graphique original, elles ne sont pas fausses, mais c'est simplement qu'elles ne représentent pas ce qu'on pensait. Elles représentent les comportements au niveau des contractions des différentes fibres musculaires.
et potentiellement leur modèle de fatigue également, ou leur cinétique de fatigue. Mais ça ne représente pas les différentes filières énergétiques en tant que telles. Donc peut-être, voilà, peut-être une autre pièce à l'édifice, peut-être une pièce du puzzle qui a du sens, je sais pas, à toi de me dire dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, comme d'habitude, et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.